Les forces armées des États-Unis ont été officiellement créées le 14 juin 1775. L'objectif du Congrès continental qui a créé les forces armées des États-Unis était, chose étonnante, de défendre les États-Unis contre tous les ennemis, étrangers comme intérieurs, comme notre Constitution le préciserait plus tard. Il devrait être évident que les forces armées de n'importe quel pays existent avant tout pour se défendre et protéger leurs intérêts. Parfois, on peut conclure des alliances, mais la priorité de vos forces armées, c'est de défendre votre nation. Ou du moins, c'était le cas. Notre tendance réflexe a donné la priorité à Israël, même au détriment de la sécurité nationale américaine, met désormais en danger la sécurité des deux nations. Et si nous ne changeons pas quelque chose très rapidement, le fait de placer Israël au-dessus de l'intérêt national américain, et même d'utiliser les forces armées américaines en les remettant, en gros, au camp israélien, pour qu'il les utilise comme bon lui semble, va nous conduire à une défaite stratégique. Et cela conduira Israël à une défaite stratégique. Imaginez, ils sont dans cette guerre sur 7 fronts, et ils pensent avoir le bon vieil oncle Sam derrière leur épaule, faisant tout ce que Benjamin Netanyahou demande au président Trump. Mais si, tout d'un coup, celui-ci s'effondre de l'intérieur, parce que nous n'en avons plus les capacités, ce type va se retrouver là à mener une guerre sur 7 fronts qu'il ne peut pas gagner, qu'il ne peut même pas soutenir. Et puis, il va devoir commencer à reculer par nécessité. C'est ce qui va se passer si le statu quo actuel perdure, si nous continuons avec des tactiques insensées, si nous continuons à appliquer des politiques insensées qui ne peuvent mener qu'à notre perte à tous les deux. C'est ce qui va se passer. Et laissez-moi vous montrer pourquoi. C'était dans l'actualité plus tôt aujourd'hui. Le Washington Post rapporte ce matin. Un général américain avertit le Pentagone qu'il ne dispose pas de forces suffisantes pour protéger Israël. Prenez d'abord le temps de mesurer ce titre. Le titre ne dit pas qu'il y a un problème pour soutenir les États-Unis. Le problème n'est pas que nous ayons des difficultés à atteindre nos objectifs de guerre. C'est qu'ils ne disposent pas de forces suffisantes pour protéger Israël. Et puis on entre dans les détails de l'article. Le plus haut gradé américain en Europe a averti en privé le Pentagone cette semaine qu'il ne disposait pas de forces navales suffisantes pour continuer à protéger Israël contre les missiles balistiques entrants. Donc, l'objectif principal de toutes ces forces navales, dont l'existence est maintenant révélée, n'était pas d'aider les États-Unis à faire la guerre. C'était de protéger Israël. Puis il poursuit. Le général Alexus Grankwitch, chef du commandement européen des États-Unis, a envoyé une notification écrite à de hauts responsables du Pentagone. Il y expliquait que sans un destroyer supplémentaire de la marine, et c'est extrêmement important, il serait contraint de choisir entre la défense du territoire américain et celle d'Israël. Prenez une seconde pour mesurer ce que cela signifie. Voici le général commandant le commandement européen des États-Unis. Il est censé être là pour déployer des forces en avant face à une éventuelle attaque russe. Et le voilà qui reconnaît qu'il pourrait être contraint de choisir la défense du territoire américain plutôt que celle d'Israël. Autrement dit, je ne veux pas être contraint de faire ça, mais je pourrais l'être. Ce qui veut dire que c'est sa mission prioritaire. Il l'a dit, là, très clairement. C'est rapporté. Et on en a vu des preuves. C'est simplement la première fois qu'on le voit rapporté de quelque manière que ce soit, venant de la bouche d'un général. Il est tellement inquiet qu'il alerte le Pentagone en disant que je pourrais bientôt être contraint de faire réellement le travail prioritaire des forces armées américaines et de défendre notre pays. Je pourrais devoir donner la priorité à l'Amérique. C'est complètement fou. Là, il admet que la défense d'un autre pays est la priorité. Et bien sûr, si ça m'énerve autant,
J'en parle depuis le début de cette guerre, et j'en parlais avant même qu'elle commence, parce que je savais qu'elle allait arriver. C'est que des Américains sont morts aujourd'hui. Au moins 600 ont été blessés, à des degrés divers. C'est ce qui est reconnu à cause de cette guerre menée pour un autre pays. Un autre pays. Personne sous l'uniforme ne s'est engagé pour aller faire tout ce que Benjamin Netanyahou veut. Personne. Tous se sont engagés parce qu'ils voulaient défendre notre pays. Ils savaient qu'en s'engageant, il était entendu qu'ils pourraient un jour devoir sacrifier leur vie pour défendre notre pays. Maintenant, ce mythe, ces foutaises qu'on nous raconte, oh, c'est à propos d'un accord sur les armes nucléaires, c'est n'importe quoi. Soyons clairs, j'en ai assez de l'entendre. C'est n'importe quoi. Même selon les propres mots du président Trump, l'opération Midnight Hammer, il y a un an, a tout anéanti. Il leur faudra des décennies pour s'en remettre, dit-il. Et ensuite, ce même président revient à plusieurs reprises, avec certains de ses lieutenants qu'il a exhibés devant les caméras de télévision pour dire qu'ils étaient à 2 semaines d'avoir une bombe nucléaire. Mon Dieu, je devais agir pour défendre l'Amérique. C'est pour l'Amérique. C'est pour... Non, ça n'a jamais été pour l'Amérique. Enlevons simplement ça de la couverture. Arrachons le pansement. Et c'est un mensonge, tout simplement. Et maintenant, vous voyez que le général Grinkwich est celui qui admet que la priorité, c'est l'État d'Israël et qu'il pourrait être contraint, je n'arrive pas à croire qu'ils aient employé ce terme, il pourrait être contraint de faire son travail, c'est-à-dire défendre notre pays. Et ça vous montre clairement qu'il ne veut pas faire ça. Ce n'est pas quelque chose qu'il souhaite faire. Il veut continuer à faire son travail principal. D'une manière ou d'une autre, ça ne lui pose aucun problème. C'est fou, mais ça devient encore plus fou. Continuons dans cet article. On peut aller un peu plus loin. Des évaluations du Pentagone réalisées au début de la guerre montrent que les forces américaines ont assumé l'essentiel de la défense d'Israël face aux missiles balistiques iraniens. Ces évaluations ont conclu que les armes américaines, notamment les missiles THAAD et les intercepteurs de la marine tirés depuis l'est de la Méditerranée, ont été utilisées bien plus souvent que les armes de défense aérienne israéliennes. Alors, regardons d'abord ce premier point mis en évidence. Les forces américaines ont assumé l'essentiel de la défense d'Israël face aux missiles balistiques iraniens. Et assurons-nous aussi d'être bien clairs là-dessus. Ce n'est pas parce que c'était nécessaire du fait qu'ils sont alliés. Premièrement, il n'y a pas de traité de type article 5, pas d'accord du genre OTAN, selon lequel une attaque contre l'un serait une attaque contre les deux. Ça n'existe même pas. Nous n'avons pas ce type de relation. Et même si nous l'avions, bien plus important encore, cette guerre était un choix de notre part. Elle a été clairement et sans équivoque provoquée par Benjamin Netanyahou, qui est venu voir le président Trump et l'a convaincu en février, quelques jours seulement avant le début de la guerre. Il a affirmé qu'il savait que l'ayatollah Khamenei serait à un certain endroit, que nous pourrions aller l'assassiner et que cela mettrait fin à la guerre. Enfin bref, Trump y a cru. Il n'y a jamais eu. Encore une fois, Trump lui-même vous a dit que nous avions anéanti leur programme nucléaire. C'est réglé. Tout est terminé. C'est fini. Il leur faudrait des décennies pour s'en remettre. Nous avons des satellites au-dessus en permanence, et s'il découvre quoi que ce soit, peu importe. Il le dit tout le temps. Mais là, il a écouté Benjamin Netanyahou. Il est passé à l'action. Et cela a entraîné la mort d'Américains, ainsi qu'un désastre économique pour l'économie mondiale, et pour la nôtre en particulier, jusqu'ici. Ça va empirer. Mais la seule raison pour laquelle nous sommes là, à défendre Israël contre des missiles balistiques, c'est qu'ils ont choisi de déclencher une guerre que le président Trump a écoutée et menée. Et tous ces missiles balistiques étaient des tirs de riposte après notre attaque. Et puis il y a la deuxième partie de tout ça. Et ne passez pas à côté, franchement.
Écoutez, tous ceux qui sont probablement en train de bouillir de colère en se disant « Comment puis-je oser dire quoi que ce soit contre l'État d'Israël et contre Benjamin Netanyahou ?» Regardez cette dernière partie. Les Américains ont utilisé plus souvent les défenses THAAD et les intercepteurs navals lancés depuis la Méditerranée orientale que les armes de défense aérienne israéliennes. Donc, ils déclenchent cette guerre. Ils nous y entraînent. Ils utilisent la marine et l'armée de l'air des États-Unis comme si c'était les leurs, puis ils ont l'audace de nous laisser en supporter le gros. Ils n'utilisent même pas leurs propres forces. Souvenez-vous, je vous avais dit que c'était insensé, parce que les forces armées israéliennes ne sont pas conçues pour mener une opération de longue durée comme celle-ci, et encore moins une guerre sur 7 fronts. Les forces d'une petite nation de cette taille ne sont tout simplement pas conçues pour pouvoir mener une guerre sur 7 fronts, à moins d'y entraîner un autre pays. Et ensuite, vous entraînez ce pays là-dedans. Puis vous vous asseyez tranquillement et vous dites, vous gérez ça, ça me va. On va vous laisser vous battre, on va vous laisser mourir, on va vous laisser dépenser votre argent, on va vous laisser vous débarrasser de vos propres stocks. Et nous, on va continuer. Puis on va continuer d'essayer de vous entraîner encore plus loin. Si vous commencez à prendre du recul, on va essayer de tirer de nouveau sur cette corde pour vous ramener. C'est ça qui se passe ici, les amis. Comprenez-le bien. Et ce n'est toujours pas le seul aspect. Revenons à cet article. Des destroyers navals américains en mer Méditerranée orientale sont utilisés dans le cadre de la défense d'Israël depuis de nombreuses années. Donc, ça ne date même pas seulement de la guerre. Nous faisons cela depuis longtemps. Des navires équipés de puissants radars et armés de toute une gamme de missiles ont abattu des missiles visant Israël, tirés non seulement par l'Iran, mais aussi par les militants Houthis au Yémen, équipés par Téhéran. Ce n'est pas tout à fait exact. Une grande partie de ce que fait le Yémen relève de sa propre production nationale. Mais ce n'est ni ici, ni là le sujet. Le commandement européen est au cœur de cette mission, car il coordonne les opérations militaires en Méditerranée. En même temps, ces forces doivent rester prêtes à faire face à toute incursion russe sur un territoire protégé par l'OTAN, où nous avons, soit dit en passant, des obligations au titre de l'article 5. Et donc, on répartit ça. Non seulement nous ne faisons pas de l'OTAN, des États-Unis, notre priorité, mais nous rabaissons aussi nos véritables obligations découlant des traités envers nos alliés de l'OTAN. Tout ça pour Israël. Et cela dure depuis de nombreuses années. Et encore une fois, il faut revenir là-dessus. Pendant de nombreuses années, dans le cadre de la défense d'Israël, des navires équipés de radars puissants et de toute une gamme de missiles ont abattu des missiles visant Israël, tirés non seulement par l'Iran, mais aussi par les Houthis. Donc, ce que cela vous dit, c'est qu'il s'agit d'une situation de longue date, qui a continué, et avec laquelle nous sommes d'accord. Les gens à l'intérieur le savent depuis longtemps. Nous avons cédé à Israël le contrôle des forces armées américaines. Or, sans cela, et c'est crucial ici, comprenez-le bien, à cause de notre réflexe de leur céder généreusement le contrôle de ces forces armées, sans toutes ces années de soutien depuis la mer, et sans être devenus littéralement une extension de Tsahal, c'est ce que nous sommes devenus. Sans cette extension de l'ensemble des forces armées américaines dans la région, Israël ne pourrait pas mener ses opérations offensives. Il ne pourrait pas attaquer les Houthis. Il ne pourrait pas attaquer l'Iran. Il ne pourrait pas attaquer en Syrie avant la chute de Bachar el-Assad. Il ne pourrait pas attaquer au Liban, et ainsi de suite, comme ils l'ont fait. Sans que nous participions au combat, ils ne peuvent pas faire ces choses-là. Or, s'ils devaient simplement agir par eux-mêmes, ils feraient ce que beaucoup de gens en Israël préconisent fortement, se défendre.
empêcher quiconque de les attaquer et faire payer le prix à ceux qui le font. C'est à ça que servent les forces armées. Mais quand vous avez un autre pays, soi-disant le pays le plus puissant du monde, derrière votre épaule, et que vous avez de petites ficelles qui vous permettent de danser comme une marionnette, alors vous entreprenez des actions beaucoup plus importantes. Parce que soudainement, au lieu d'être un petit pays de 6 millions d'habitants au milieu de toutes ces nations arabes, soudainement, c'est comme si vous pouviez, en gros, avoir une carte qui relie Israël à ce pays. Et maintenant, c'est tout ça contre tout ceci. Et cela vous pousse à prendre des décisions stupides. Des décisions comme ce qui s'est passé avec cette guerre, ce qui s'est passé après le 7 octobre. Si c'était un pays normal, après l'attentat terroriste du 7 octobre, ils auraient fait ce qu'ils avaient à faire pour punir ceux qui avaient commis cet attentat. Et c'est tout. Mais ils savaient, à cause de ce qui s'était passé les années précédentes, comme cet article le révèle, à cause de tout ça, ils savaient qu'ils avaient, en gros, l'ensemble des forces armées américaines et de la base industrielle de défense à leur entière disposition. Ils savaient donc qu'ils pouvaient déclencher une guerre plus vaste, qu'ils savaient ne pas pouvoir mener seuls, mais qu'ils pensaient pouvoir mener avec nous. Ils se sont trompés là-dessus aussi, parce qu'ils ont largement surestimé notre potentiel et sous-estimé les capacités défensives de tous ces autres ennemis, ainsi que l'effet cumulé du fait de s'en prendre à autant de gens. Cela allait probablement finir par être un désastre catastrophique, peut-être même fatal, pour le camp israélien. Ils se préparent eux-mêmes à une défaite stratégique aux proportions historiques, plus grave que toute défaite qu'ils aient jamais subie. Mais celle qui arrive, et elle arrive, vient du fait qu'ils ont surestimé nos capacités, et que cela est désormais mis au jour. Nous ne pouvons même pas les protéger. Nous ne pouvons pas nous protéger nous-mêmes, et nous ne pouvons pas protéger nos alliés, ni les alliés de l'OTAN. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce qui se passe juste sous vos yeux. La plupart des gens vont passer là-dessus dans l'article sans même s'y arrêter. Ils vont juste voir cette histoire de compromis à trouver. Mais je vous le dis, tout ça mis ensemble, surtout quand on commence à regarder la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on est vraiment très mal engagé. Et nos adversaires, eux, ne passent pas là-dessus. Ils le voient très bien. On pourrait même faire toute une émission sur ce que les Chinois font au Moyen-Orient, parce que eux aussi y prêtent énormément attention. Ils calculent et prennent des décisions en fonction de cela. Tout ça joue contre nous. Et regardez, c'est une chose de voir dans cet article que c'est nous qui avons encaissé le gros du choc et d'entendre le général américain le déplorer. Mais il y a aussi ça, et ça m'a vraiment aggravé. C'était le 27 juillet. Le ministre israélien dit « La guerre des États-Unis nous convient mieux sans participation israélienne. » Donc après nous avoir entraînés là-dedans, après avoir entraîné les États-Unis et nous avoir exploités, après avoir versé du sang américain partout au Moyen-Orient, ils ont l'audace de dire « Hey, vous savez quoi? Pourquoi vous ne continueriez pas à faire notre guerre à notre place? Nous, on va juste s'asseoir et regarder. Bonne chance à vous. On aimerait bien vous voir continuer comme ça. Si ça dégénère en guerre plus vaste, c'est votre problème. Nous, on n'a pas besoin d'en faire partie. » Alors, vous vous en chargez pour nous. Et Trump semble prêt à le faire. C'est insensé. Qu'est-ce qui se passe ici pour que le commandant en chef des forces armées des États-Unis continue, malgré tout ça, malgré ses avertissements, malgré les alertes, disant que nos stocks de missiles intercepteurs eux-mêmes s'épuisent, que nos capacités offensives diminuent, que notre base industrielle de défense est même incapable de compenser ses pertes avant de nombreuses années. Et pourtant, vous ne dites pas à Benjamin Netanyahou d'aller se faire voir. Vous ne lui dites pas d'oublier ça et de commencer à donner la priorité à notre pays, tant que nous en avons encore les moyens.
Ils ont diminué, mais ils n'ont pas disparu. Nous en avons encore la capacité. Mais vous vous engagez dans cette voie parce que les dommages économiques qui nous seraient causés nous rendraient encore moins capables de le faire. Ce fantasme d'avoir un budget de défense de 1 500 milliards de dollars, puis de 2 000 milliards l'année suivante, oubliez ça. Vous aurez déjà de la chance si vous arrivez seulement à maintenir le niveau de cette année. Et nous allons devoir commencer à ramener des gens parce que nous n'aurons tout simplement ni l'argent ni les munitions pour ça. Et puis Israël va commencer à en souffrir aussi. Et regardez, ça continue. Parce qu'ici, Netanyahou, ça vient de Daniel Davis il y a quelques jours, vous voyez que Netanyahou essaie toujours de trouver la meilleure façon de jouer sur les deux tableaux, de manipuler le président Trump sans avoir d'ennui, sans être vu en train de le faire. Vous voyez cette dernière ligne. Autrement dit, la stratégie consiste à influencer indirectement la réflexion de l'administration américaine, en soulignant pourquoi une pression accrue est nécessaire, tout en évitant de donner l'impression qu'on pousse les États-Unis vers un autre conflit au Moyen-Orient. On y est déjà, donc ce n'est pas un autre conflit. Vous nous demandez simplement de nous y enfoncer davantage. Et pendant ce temps, sur le plan intérieur, ce n'est peut-être même pas le pire. On peut comprendre que les Israéliens veuillent faire ça. D'un certain point de vue, du leur, ils se disent « Mec, si je peux obtenir qu'une autre force armée, une grande superpuissance, fasse les combats à ma place, très bien. » Voilà. Maintenant, l'immoralité même de mener cette guerre et de tuer tous ces innocents, c'est une toute autre question, qui rend l'ensemble répugnant. Mais d'un point de vue pratique, on comprend que ça ait du sens du côté israélien. Là où ça n'a pas de sens, c'est de notre côté. Pourquoi est-ce qu'on permet ça? Pourquoi le commandant en chef permet-il ça? Pourquoi le commandant de notre commandement européen se lamente-t-il de devoir donner la priorité à notre propre pays? Et puis il faut revenir à Washington, D.C. Ici, la Chambre des représentants a adopté ça. Vous en avez beaucoup entendu parler. La section 219 de la loi NDA, qui donne la priorité à Israël et qui dit, écoutez, au lieu d'avoir cet accord selon lequel on leur donne 3 milliards et quelques de dollars chaque année, mettons en place ce système où l'on lie nos armées. Et puis il y a, je cite, le développement conjoint de technologies et d'autres choses. Ce qui signifie que nous allons devoir, légalement et pour toujours, continuer à soutenir les forces de défense israéliennes. Et elles vont avoir un contrôle croissant sur nous. Et vous voyez, le rapport de force défavorable, là c'est que cette idée est attaquée. Quiconque dit quoi que ce soit de semblable à ce que nous disons ici est accusé d'attiser la haine des Juifs. Ça n'a rien à voir avec la haine des Juifs. Vous plaisantez? Moi, en réalité, je dis, regardez, j'essaye de protéger les Juifs en Israël. Si vous vous engagez dans cette voie, vous affaiblirez leur défense, parce que vous affaiblirez notre défense. Et nous ne serons plus là pour soutenir ni les uns ni les autres. Vous ne comprenez pas ça? Manifestement, la réponse est non. Et vous voyez l'extrait là, tiré de l'article en haut à gauche. Une lettre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, datée du 1er juin, semble aussi revendiquer le mérite de cette politique plus large. Il y décrit le passage de l'aide américaine vers une coopération conjointe en matière de défense, de développement, de production et d'investissement, comme étant, je cite, « mon plan ». Donc, Benjamin Netanyahou se vante d'avoir la Chambre des représentants américaine de son côté, et que c'est son plan. C'est ce qu'il veut faire pour nous enfermer dans la loi américaine, dans le soutien à son armée. Et ce serait incroyable, par opposition au fait que chaque année, il fallait approuver 3 milliards et quelques d'aides à Israël. Et il a vu les signes avant-coureurs, et il s'est dit, « Hé, attendez une minute, ces tendances ne sont pas bonnes. Les gens commencent à se retourner contre nous, ici,
et nous risquons de ne plus recevoir cette aide à l'avenir. Mais si on l'inscrit dans la loi, alors ce sera verrouillé. Il sera beaucoup plus difficile d'en sortir. Et puis vous voyez, dans la partie en bas à droite, leur stratégie de communication consiste à qualifier quiconque s'y oppose d'antisémite, ce qui est un mensonge complet et total. Mais bon, c'est émotionnel et ça marche. Et du côté du Sénat, ce n'est pas la seule chose. La section 622, dont le sénateur Cotton est le grand champion, rend plus difficile la réduction du partage de renseignements. Ce qui signifie que la partie israélienne va pouvoir s'immiscer de plus en plus dans nos capacités de renseignement. Donc peu importe où vous regardez, la Maison-Blanche, le Congrès américain, la Chambre des représentants, le Sénat américain, le commandement central, le commandement européen, le Pentagone, partout où vous regardez, ils continuent de tirer les ficelles. Ces petits fils de marionnettes dont je vous disais qu'ils dansaient partout, et vous les voyez se défaire sous vos yeux. Ce soutien a donné trop confiance à la partie israélienne, et ils pensent pouvoir tout accomplir ici. Mais ils ne le peuvent pas. Et maintenant que la réalité les rattrape, et qu'il apparaît qu'on ne peut pas le faire, même avec les États-Unis. Et maintenant, aux États-Unis, ça commence à venir. Nous n'avons pas encore eu ce moment d'effondrement, mais ils commencent à regarder autour d'eux et à se dire « Attendez une minute. On ne va même pas pouvoir tenir nos propres engagements en matière de sécurité nationale. On ne va pas pouvoir respecter nos obligations issues des traités au sein de l'OTAN. Et maintenant, si on risque même de ne plus pouvoir apporter d'aide à Israël lui-même, alors tout pourrait s'effondrer. » Et tout cela va s'effondrer avec lui. Je vous le dis, les amis, je vous le dis. Je suis pour les Israéliens. Je suis pour les Palestiniens. Je suis pour tous les gens ordinaires, partout, et surtout en Amérique. Écoutez, s'il y a une raison pour laquelle je porte souvent un t-shirt avec un drapeau dessus, c'est parce que j'ai consacré ma vie à me battre pour que ce pays puisse se défendre. Parce que j'aime ce pays. J'aime les gens qui y vivent. Je suis farouchement opposé à cette folie qui s'est emparée de nous, au sommet. Et quand vous prenez cette folie pour en faire des politiques qui nuisent à la sécurité nationale américaine, à la sécurité nationale israélienne, à la sécurité européenne, bien sûr, eux aussi ont tout un tas de problèmes, comme les Israéliens, avec des choses insensées et stupides. Et ils sont eux-mêmes à l'origine de leur propre malheur. On en parlera dans une autre émission. Mais les peuples d'Europe, j'ai beaucoup d'amis partout en Europe. J'ai des amis juifs. J'ai aussi des amis, bien sûr, ici en Amérique, des deux côtés de l'Atlantique. Les gens sont formidables. Les gens en ont marre de tout ça. Mais ce sont ces gens-là, les élites aux États-Unis, en Israël, en Europe, qui ont perdu la tête. Et ils nous amènent tous au bord de l'effondrement, sur le plan économique comme militaire, sans même s'en rendre compte. Ils continuent simplement à nous pousser toujours plus loin. Cet avis du général Brinkowitz, dont nous avons parlé ici, ça devrait être une alarme qui enfin fasse réagir les gens et leur fasse dire « Hey, même si vous soutenez tout ça, il faut qu'on change de cap. Il faut faire quelque chose de différent. Sinon, on va avoir de gros problèmes. » Assurez-vous d'en être conscient. Ce n'est dirigé contre aucun peuple, aucune catégorie de personnes, aucune religion, ni quoi que ce soit de ce genre. C'est résolument pro-américain. C'est pro-juif. C'est pro-européen. Pour les gens. Pour les gens. Parce que nos élites nous précipitent du haut d'une falaise sanglante. Et si on ne fait pas quelque chose très vite pour les arrêter, ce que chacun pense n'aura plus aucune importance. Nous allons tous souffrir et nous allons nous retrouver à essayer de gérer des crises en espérant simplement que le coût ne soit pas trop élevé. C'est vers cela que nous nous dirigeons si nous ne faisons pas quelque chose rapidement. Merci à vous tous. Je sais que le message d'aujourd'hui est un peu difficile,
mais c'est quelque chose que nous devons savoir. Nous devons le faire savoir. Les gens doivent être conscients de la vérité et de ce qui nous attend si nous ne changeons pas les choses. Merci beaucoup tout le monde et on se retrouve dans le prochain épisode de Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, je n'essaie pas de vous convaincre d'acheter de l'or ni de vous dire comment gérer votre portefeuille d'actions. Mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton j'aime et partagez ceci avec quelqu'un que vous aimez. And share this with somebody you love.